Salut à tous et bienvenue dans UFO Sorcerer Engineering. Aujourd'hui, on va parler tout simplement des upgrades qui ont été faits, des petites mises au point, des petits détails croustillants que vous voulez voir et que vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement sur la voiture pendant un délai de 3-4 mois. Hot and spicy meat. Yeah, boy. Alors oui, la Sky, la White Jester est officiellement au garage et il s'est passé énormément de choses. Énormément de choses, c'est-à-dire que la voiture est terminée à 95%. Je dirais même 97,5% pour être précis, parce qu'il y a deux détails qui m'a un peu chiffonné tout au long de ce temps. Depuis que la voiture est arrivée ici, on a retiré le capot avant, parce qu'avant, il était blanc. Et là, il est noir. C'est pas le même capot. J'ai dû acheter un autre capot. Le premier facteur qu'il y a sur la voiture, c'est qu'on a changé le capot dessus. Tout simplement parce qu'on a changé de système au niveau de la suralimentation et aussi au niveau de l'échappement. Les œils avertis auront tout de suite remarqué que y a deux gros trous sur le capot. Il y a un trou de 120 mm de diamètre pour l'échappement et il y a un trou de 76 mm de diamètre pour la wastegate. On a mis et terminé de mettre en place en fait ce beau petit monde à l'intérieur. Alors ça n'a pas été facile, il y a eu pas mal de temps passé sur la rectification au niveau du collecteur d'échappement, la mise en place de la wastegate TurboSmart PSG 50, la mise en place du turbo, la fabrication du piping d'intercooleur. Je vais vous montrer ça de suite. Donc pour les yeux avertis, il n'y a plus besoin de crochet. Tout se retire directement avec des pins. Tu as pu le constater comme moi, il y a eu pas mal d'avancées qui ont été faites sur le moteur. Déjà la mise en place du système de suralimentation, ça a été une vraie galère. Tu vois, le collecteur nous a demandé énormément de temps. Mais le problème, il n'y a pas que ça. Le collecteur, une fois qu'on l'a soudé, il fallait faire des soudures extérieures au niveau des tubes d'échappement, mais il fallait faire aussi des soudures intérieures pour être sûr et certain qu'il n'y ait aucune fuite entre la flasque du collecteur et les tubes, les runners de chaque échappement, de chaque cylindre, si je puis dire. Là, on était sûr qu'on avait tout bien fait. Tout était fait dans les règles de l'art, pas de problème. Quand on s'est amusé à vouloir remettre le collecteur d'échappement sur la voiture, sur le moteur, on a déjà fait face à une première difficulté. La difficulté numéro 1 que tout bon soudeur fait face quand il fait un chef-d'œuvre. La flasque qui vrille. La flasque, elle a vrillé dû à un excès de chaleur. Alors, le matériau qu'on utilise, normalement, il a une reprise de mémoire quasi instantanée lorsque la matière redevient froide. Vu qu'on utilise du steam pipe, du mild steel, en fait, on n'utilise pas de l'inox. Au niveau du collecteur d'échappement, on utilise du mild steel et normalement le mild steel a cette unité de remise en place. Quand vous allez faire chauffer un collecteur en inox, l'inox va revenir à peu près, va avoir un taux de rétractation qui va être de 90-95%. Ce qui veut dire que c'est pour ça que les collecteurs d'échappement en inox ont la plupart du temps envie de fissurer, parce qu'ils n'arrivent pas à se maintenir en place, n'arrivent pas à reprendre leur forme d'origine, si vous voulez. Là, normalement, techniquement, avec ce qu'on utilise, on ne devait pas avoir ce problème-là. Techniquement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu ce problème-là.
malgré le fait qu'on l'ait remise en place sur le support du collecteur, donc la barre en U avec les vis pour le collecteur et les vis pour la platine du turbo, qu'on a laissé refroidir graduellement pendant 24 heures, en fait la platine elle s'est légèrement elle a voilé quoi, elle a vrillé. Donc ça nous a vraiment cassé certaines parties de notre corps pour pas dire le mot, parce que sur YouTube on peut pas tout dire. Et du coup il a fallu qu'on replanifier en fait cette flange là. On en a profité aussi pour planifier la flange du turbo parce que elle aussi elle avait décidé de vriller, de se warper en fait, de warp. Donc il a fallu revoir tout ça. Une fois que ça a été fait, on a remis le collecteur en place, qui s'est monté tout seul d'ailleurs, mais il a fallu adapter un plan stratégique pour pouvoir le remettre en place. Donc il a fallu réagrandir les trous de maintien, les trous de mise en place en fait. Et dessus on est venu mettre des rondelles Certi, donc des rondelles qui viennent agripper la matière avec des écrous sans nil stop, ça sert strictement à rien. Et puis vu que ça chauffe, le nylon va tout simplement péter. Donc on a remis tout ça et puis on a serré ça bien comme il faut. La platine d'alimentation en huile pour le turbo, il a fallu la refaire. Je voulais pas me casser la tête à le refaire en aluminium parce que ça avait déjà pété une fois avec le fameux GT4594R que j'avais avant. Vous vous souvenez de ce turbo là? Ouais, vous vous en souvenez. Et dessus c'était une platine en aluminium, donc de l'aluminium sur de la fonte avec des threads en aluminium, avec un filet en aluminium en AN3 ou AN4. Ça fait pas bon ménage. Donc là on a tout refait en inox, comme ça on est sûr que inox sur fonte avec un bon joint bien conséquent, ça bougera pas. Il a fallu aussi refaire le piping au niveau du turbo à l'intercooleur. Ça a été plutôt simple à faire. Ivo s'est bien amusé avec. On a profité aussi pour faire un bung pour la durite en PTFE qui sort du piping pour aller sur le boost solénoïde. Et ensuite, on a reçu pas mal de belles pièces. On a reçu la Wastegate dernière génération de chez Turbosmart, la PSG50, qui est en fait ni plus ni moins qu'un clapet d'échappement avec un ressort incorporé dedans qui fonctionne comme une Wastegate traditionnelle, mais celle-ci a un ressort seulement de 6 PSI et à 50% d'ouverture de la Wastegate, on chope 30 PSI. J'ai fait une vidéo, je vous expliquerai ça plus tard. Ok ? Vous le voyez lui là, celui que je monte du doigt. Je vais montrer avec les deux, comme ça vous êtes sûr et certain de bien voir. Vous voyez cette soudure là? C'est une soudure à froid. C'est une soudure faite au JB Weld. Soudure aluminium au JB Weld. Je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça. Et croyez-moi, honnêtement, ça nous a pris énormément de temps, ça m'a coûté un peu d'argent. Ce que vous voyez dans ma main, c'est l'ancien volet. C'est l'ancien papillon. Le Bosch 82 mm. C'était le premier qui était installé sur le Bara. Alors, vous allez vous poser une question un peu con, mais je pense que vous allez vous la poser. Pourquoi il tient dans sa main le premier volet? Pourquoi il n'a pas réinstallé derrière? La raison elle est toute simple. On a voulu faire les choses bien parce qu'avant ce volet-là était maintenu. Cette pièce-là était maintenue en fait avec de la colle. Je sais même pas si on peut appeler ça de la colle. C'était comme un peu de la colle à pare-brise qui est censée maintenir aluminium sur aluminium. Ça ne devait pas poser de problème, mais il y avait vraiment un souci. Ce n'était pas efficace. Ce n'était pas hermétique. Ça avait, malgré le fait que c'était bien fait, la flange en elle-même, la V-bande, elle avait tendance à bouger en latéral. Alors, avec le peu de pression qu'on lui a envoyé au tout départ, ça pose pas de problème. Mais sachant qu'avec la pression qu'on va lui envoyer du G25, du G55
Mais bon, avec la pression qu'on va lui envoyer du G55 directement dans le piping, ça pose problème. On a voulu faire quelque chose de bien. On s'était dit, on va retirer le moteur. Donc à l'intérieur, on a ce qu'on appelle un moteur par engrenage. Donc on va retirer le moteur, on va retirer le volet, on va retirer l'axe et on va souder directement la V-bande. Vu qu'on n'a plus aucune partie en métal à l'intérieur, c'était fait. Donc on l'a mis sur en fait un appareil que il voit qui permet de faire une rotation en fait à une certaine vitesse, soudé au TIG avec par impulsion. Donc comme ça on a une soudure qui est belle et propre. Belle et propre, exactement. Mais on l'a laissé refroidir. J'ai remis le papillon en place sans rien à l'intérieur. Juste comme ça pour être sûr qu'il se remonte en lieu et place. Il se remontait en lieu et place sans problème. J'étais vraiment très content. Ivo aussi était vraiment très content de sa prestation. Mais le lendemain, quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte d'un truc. Et ce truc-là, il n'est pas beau à entendre. Ce qui s'est passé, c'est que à l'intérieur, derrière ce petit cache là, ici là, quand vous le retirez, normalement il y a l'axe, on voit l'axe, mais il y a aussi une bague en laiton ou en cuivre qui permet de maintenir en fait. Mais je pense plus que c'est une bague en laiton qui permet de maintenir l'axe en fait centré. Parce que là, si je l'ouvre, on ne l'entendra pas forcément, quoique on a du jeu. On a du jeu. Malgré le fait qu'on ait bien travaillé, quand je l'ai remis en place et quand je l'ai remis en place avec le piping et que j'ai démarré la voiture pour la première fois avec ce nouveau setup, on a eu un ralenti à 2500 tours minute. Et après investigation, on s'est rendu compte que la fuite venait de ce côté-là. Sachant que la bague, elle est là aussi pour faire étanchéité. Bah, vu qu'elle s'est déformée, on a retiré, on a essayé de mettre autre chose à la place. On a remis le capuchon et ça fuyait quand même. Donc du coup, on a racheté un papillon. J'ai dû acheter chez Aeroflow, chez mon ami Babis en Grèce, une nouvelle bague comme ça. Et je l'ai soudé à froid avec du JB Weld. Quand je l'ai remonté et que j'ai démarré la voiture, il n'y avait plus de problème. Le ralenti était constant à 900-1000 tours minute. On n'avait plus de fuite, plus rien. Mais il n'y a pas eu que ça comme évolution sur la voiture. Je vous invite à passer avec moi à l'intérieur. Il fallait aussi que je parle de l'intérieur. C'est ce qui nous a pris le plus de temps. Il y a eu quelques consignes à respecter, comme les consignes aux normes FIA pour l'intérieur. Malgré le fait qu'on ait un roll cage, qu'on ait un arceau-cage 12 points, il fallait impérativement pour moi être sûr et certain que tout soit aux normes FIA. Alors on a procédé à un swap de la batterie. La batterie avant était posée à l'avant du véhicule, juste derrière le pare-choc. Mais vous vous rendez bien compte que lorsque vous roulez avec cette voiture en daily, ça ne pose aucun problème, parce qu'il n'y a aucun risque qu'il y ait un problème, sauf en cas d'accident. Mais quand vous roulez en compétition, les normes sont beaucoup plus drastiques. Donc il a fallu tout simplement repositionner la batterie à l'intérieur de la cabine. Donc pour ça, j'avais deux choix, soit relocaliser la batterie au niveau du coffre, soit relocaliser la batterie à l'intérieur du cockpit, et c'est ce qu'on a décidé de faire avec mon ami Ivo. On a mis la batterie directement derrière le siège conducteur. Mais il n'y a pas que ça qu'il a fallu mettre en place. Il a fallu aussi mettre en place un coupe-circuit. Un coupe-circuit indépendant qui va permettre tout simplement de couper le circuit électrique de la voiture en cas d'emballement moteur ou autre, pour justement permettre de jeter, de tout simplement arrêter le calculateur, d'arrêter le moteur, d'arrêter et de donner le signal à l'alternateur pour lui dire stop, arrête d'envoyer du courant parce que là, la voiture elle a un problème. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé.
Au niveau de l'intérieur, j'ai également mis en place un système que j'avais déjà parlé il y a de ça à peu près 1 an et demi, 2 ans sur la voiture. Et là maintenant, ça a été possible de le mettre en place. En fait, tout se passe au niveau du tableau de bord. Allez, je vous montre ça de suite. Donc au niveau de l'intérieur, vous l'avez vu, on a mis la batterie à l'arrière, on a mis le coupe-circuit à l'avant, au niveau de la main, mais il n'y a pas que ça. Fini le temps où on avait des compteurs analogiques et bienvenue au monde digital. Allez, je vous montre. Voici à quoi ressemble le nouveau tableau de bord de la Skyline. Je sais ce que vous allez dire. Pourquoi t'es pas resté avec le compteur d'origine? Déjà, il y a plusieurs faits pour ça. Le premier fact, c'est que sur le compteur analogique que j'avais d'origine sur la R32, je ne pouvais pas capter les tours minutes. Je ne pouvais plus capter la pression de turbo, la pression d'huile. Tous ces trucs-là ne pouvaient plus être captés. Je pouvais capter uniquement la vitesse en km/h et malgré le fait que cette vitesse, je pouvais la checker, on avait 20 km/h de différence entre ce qui était marqué sur le tableau de bord et ce qui était marqué en réel sur un GPS. Alors là, la question elle est très simple. J'ai voulu pallier à ce problème tout simplement en y intégrant une tablette Galaxy Tab 2 sur base d'Android 4.2, donc c'est une très ancienne version, et sur celle-ci, il a fallu que je m'arrache la tête pour mettre en place l'application RealDash. L'application RealDash, c'est très simple. En fait, l'application RealDash, c'est ni plus ni moins qu'une application qui va se connecter via le Bluetooth directement au calculateur. Alors certains calculateurs ne l'ont pas, mais vu que moi je suis sur une base Speeduino, donc un calculateur open source, il y a déjà d'intégrer d'origine un module Bluetooth. Une fois que ce module Bluetooth est connecté, vous pouvez balancer ça sur RealDash. Pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne sur RealDash, il faut envoyer un fichier .ini du fichier ini qui se trouve sur le calculateur et l'intégrer à la tablette lors de l'initialisation au tout départ de l'alimentation ou de la mise en service du RealDash. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à mettre en place la connexion Bluetooth activée dès démarrage de l'application et aussi la connexion GPS. Car oui, mon tableau de bord va prendre le système RPM ou le signal des tours minutes directement via le calculateur, mais au niveau de la vitesse, il va le faire directement avec le GPS intégré à l'intérieur de la tablette. L'avantage que j'ai, c'est que cette Galaxy Tab là dispose d'un système GPS indépendant sans avoir besoin d'avoir une carte SIM, donc indépendant de sa volonté par rapport à la tablette. Le truc qui est magnifique avec cette application, c'est tout simplement que lorsque vous allez mettre le contact sur la voiture, la tablette va se lancer, l'application se lance automatiquement dès qu'elle reçoit du jus. Une fois que vous coupez le contact de la voiture, l'application va se mettre en shutdown et la tablette se mettra en shutdown 5 secondes après. Donc comme ça, tout le monde est tranquille. Mais il y a autre chose que je voulais vous montrer et cela va clôturer tout simplement cette vidéo au niveau des updates. L'autre chose que je voulais vous montrer, ça se passe directement à l'intérieur du coffre. Certains d'entre vous vont me dire, Alex, on sait déjà ce qu'il y a dans le coffre. Bah oui, on a le système d'essence. Vous vous rappelez, hein, pompe immergée dans le réservoir 400 litres/heure qui envoie dans le réservoir tampon. Et du réservoir tampon, il y a 2 pompes 400 litres/heure qui viennent injecter l'essence dans le rail d'injection. Mais pour pouvoir tenir des puissances équivalentes à la concurrence et pour pouvoir avoir une voiture qui soit parfaite sans vraiment avoir de cliquetis, il fallait intégrer un nouveau système.
Et je remercie une personne entre autres, je vais taire son nom, mais elle se reconnaîtra, qui m'a fourni en fait le nouveau système d'additionnement de chevaux au centimètre cube près pour la voiture. Je vous donne un exemple, ce système-là va pouvoir me permettre de développer entre 20 à 30% de puissance en plus sur la voiture quand ça va rouler au 102. Allez, je vous fais pas leurrer plus un instant, je vous montre à quoi ça ressemble. D'ici, on le voit mieux. Je vous présente un système d'injection water méthanol stage 4 de chez Snow Performance. Et pas n'importe lequel, le stage 4 Plus. Le stage 4 Plus, c'est quoi? C'est un réservoir ici qui a 3,5 litres de capacité, dans lequel on va venir mixer à hauteur de 50% d'eau déminéralisée et 50% de méthanol. Ou soyons fous, 25% d'eau déminéralisée et 75% de méthanol. Ici, ce que vous voyez, c'est le réservoir dans lequel on va faire la mixture. Donc on va mixer d'abord au préalable dans un jerrycan ou dans un jerrycan, dans un bidon. 50% d'eau déminéralisée, 50% de méthanol. Par gravité, ce mélange va rentrer dans cette pompe haute pression qui sort 300 PSI par heure. Cette pompe-là va envoyer directement dans la soupape ici, ce qu'on appelle un clapet anti-retour, tout simplement. Et de là, partira dans cette diorite. Et cette diorite parcourra la voiture à l'arrière du coffre, jusque dans la pipe d'admission, avant le volet du papillon. Alors ça, c'est la guerre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On essaiera de faire en sorte que ça puisse être bon pour vous. Et moi, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Désolé d'avoir été aussi peu actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps, sur YouTube, mais il fallait impérativement avancer sur la bestiole. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente journée à vous, et on se dit à bientôt pour les premiers tours de roue sur bande puissance. Allez, ciao!